Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur cette fois-ci le chapitre 6. Dans le chapitre 6, ce qu'on va regarder, c'est les réactions de substitution. Donc dans le chapitre 5, jusqu'à maintenant, on avait vu une première type de réaction, soit les réactions d'addition. Donc cette fois-ci, pour les réactions de substitution, on va avoir un changement d'un groupement sur la molécule. Les réactions de substitution se font généralement sur deux types de molécules. Ça peut se faire sur des alcools euh, ou ça peut se faire également sur des dérivés halogénés. Et c'est pourquoi il y a cette image ici, qui est au fond comme une représentation euh, de produits comme le chlore gazeux qui était utilisé durant la Première Guerre mondiale comme arme chimique. Donc les dérivés halogénés ont un petit peu là, ce côté-là qui est relié à certaines armes chimiques. Mais nous, on va l'utiliser pour faire des réactions de substitution. Donc, c'est ce que je vais vous montrer en premier. Donc, on va passer une bonne partie sur les substitutions sur les dérivés halogénés. Puis, en deuxième partie, avec les alcools, vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence sur comment la réaction fonctionne. Mais il y a quand même une différence sur quel réactif on doit utiliser selon si c'est un dérivé halogéné ou si c'est un alcool, on veut faire une substitution. Alors, pour le chapitre 6, vous avez ici pour le manuel, toujours les lectures. Si vous voulez suivre dans le manuel directement, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi des exercices que je vous suggère de faire dans le manuel, en plus des exercices dans le cahier bleu que je vous suggère toujours de faire le plus possible, même si on à la fin du document, des notes de cours, je vous conseille quand même de peut-être en avancer un petit peu, même si c'est pas avant la deuxième partie de capsule. Alors, les dérivés halogénés, on va en parler un petit peu parce que je veux un peu vous parler de comment ils peuvent réagir. Alors, il y a plusieurs types de dérivés halogénés. Celui qui est ici, c'est donc un dérivé halogéné primaire, donc c'est un chlorure primaire, mais vous pouvez avoir aussi un dérivé halogéné qui va être secondaire ou encore tertiaire. Lorsqu'on parle des dérivés halogénés primaires, secondaires ou tertiaires, ce qui est important de regarder, c'est pas combien de carbone est lié au chlore, à l'iode, au brome. C'est toujours de regarder le carbone qui possède, il y a ce lien-là avec soit le chlore, soit l'iode, soit le brome ou le fluor, par exemple. Mais le fluor, c'est pas mal plus rare qu'on va l'utiliser pour les réactions qu'on va voir par la suite. Mais peu importe c'est quoi l'halogène, il faut regarder le carbone qui est lié à cet halogène-là. Donc si le carbone, il y a seulement un seul autre carbone, c'est un dérivé halogéné primaire. Si le carbone, il y a deux autres carbones secondaires. Et s'il y a trois carbones, c'est tertiaire. Et ça va avoir une importance drastique sur comment les réactions de substitution vont avoir lieu. Si on regarde ces dérivés halogénés-là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'au fond, il y a un chlore, un iode, un brome. Ce sont des éléments très électronégatifs. On a vu que les éléments très électronégatifs vont causer un effet inductif attractif, donc vont attirer les électrons vers eux, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être légèrement chargés négativement, tandis que les carbones qui sont directement liés à ces halogènes-là vont être très très delta plus. Oui, c'est ressenti plus loin dans la molécule, mais le plus gros delta plus, c'est vraiment sur le carbone qui est lié avec cet atome très électronégatif. Alors, on va voir les réactions de substitution, mais les réactions de substitution sont pas mal mêlées avec les réactions qu'on va voir dans le chapitre 7, qui sont les réactions d'élimination. Pourquoi? Parce qu'il existe une compétition entre ces deux réactions-là, qui se font pas mal avec les mêmes réactifs. Ça prend des dérivés halogénés, puis ça prend des nucléophiles qui sont aussi des bonnes bases. On va en reparler dans le chapitre 7. Pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment juste la réaction qui est ici présentée avec les flèches qui sont en rose. Donc, un nucléophile qui va être le groupement qui va substituer
notre halogène, là, qui est en X, ben, va venir attaquer le carbone qui est delta+, pour faire partir l'halogène. Comment ça va se produire exactement? Ça peut se faire en deux types de réactions, en réalité, pour le mécanisme. Alors, je vais vous les présenter. Mais peu importe comment vous faites votre substitution, ça vous prend ce qu'on appelle un groupe partant. Ça veut dire quelque chose qui va s'en aller, qui va quitter la molécule lors de la substitution. C'est vraiment très très important d'en avoir un. Il faut qu'il soit bon, parce que sinon la réaction ne peut pas se faire. Les halogènes, chlore, brome, iode, fluor aussi, mais un peu moins, sont d'excellents groupes partants. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils quittent, ils vont quitter sous la forme de Cl-, Br- une fois qu'ils ont réagi. Cl- et Br-, ce pas des bases fortes, hein, parce que c'est la base conjuguée de HCl puis de HBr, qui sont des acides très 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 forts. Ça veut dire que Cl-, Br- ne veulent pas réagir. Excellent groupe partant, ils ne veulent pas revenir en arrière. Par contre, si on regarde des groupes comme un alcool, OH, ou encore plus drastique, CH3, donc carrément faire partir une chaîne de carbone, qu'est-ce qui va arriver? Bien, OH, si ça quitte, ça devient OH-. Et OH-, vous l'avez vu dans vos cours de chimie des solutions, c'est une bonne base. Donc, ça c'est une bonne base, c'est pas un bon groupe partant OH-. OK? Même chose pour CH3-. En fait, CH3-, vous en avez vu beaucoup des carbones qui sont chargés négativement? Probablement pas. Hein, c'est très, 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 très réactif. Beaucoup, 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 beaucoup plus basique que OH. Okay? Pourquoi? Parce que CH3H, donc CH4, c'est pas un acide fort du tout, du tout. C'est un acide très, 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 très faible. Donc, la base conjuguée est super forte. Donc, CH3-, vraiment, vraiment pas un bon groupe partant. Donc, c'est pour ça que vous ne ferez jamais de substitution pour faire quitter des chaînes de carbone. OK? Et même chose pour les alcools. Par contre, j'ai dit que les alcools peuvent être utilisés dans des réactions de substitution. Comment? Mais en réalité, c'est qu'on va devoir utiliser un acide pour transformer l'alcool en bon groupe partant avant de faire la substitution. Ça va limiter nos réactions de substitution, mais lorsqu'on va le faire, il va falloir absolument utiliser un acide. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on utilise un acide? C'est que l'alcool va venir chercher le H plus de l'acide, puis va se transformer en OH2 plus, parce qu'il est lié avec le reste de la chaîne de carbone. Ça, lorsque ça quitte, ce groupement-là, chargé positivement sur l'oxygène, ça devient une molécule d'eau. Une molécule d'eau, mais c'est pas un acide très très fort, c'est pas une base très très forte. Donc, à ce moment-là, c'est un bon groupe partant. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les alcools. Donc, avant de continuer avec les alcools, on va revenir à plus d'explications sur la réaction sur les dérivés halogénés, donc avec les carbones qui ont un halogène. Deux types de réactions de substitution qui peuvent se faire. Okay? On va les voir d'abord sur, comme je dis, les dérivés halogénés. On va les revoir par la suite sur les alcools. Ils fonctionnent pas mal de la même façon. Donc ici, premier type de réaction de substitution s'appelle une SN2. C'est une substitution nucléophile de deuxième ordre. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que de deuxième ordre, c'est pas le nombre d'étapes. C'est le nombre de molécules impliquées dans l'étape limitante. Donc, dans l'étape limitante, il va y avoir deux molécules qui vont être impliquées. Parce qu'en réalité, cette réaction-là se fait en une seule étape. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans la SN2? Donc, pour le mécanisme, on va prendre un nucléophile. Ici, j'ai pris un nucléophile qui est le OH-. Donc, généralement, quelque chose de chargé négativement peut faire un excellent nucléophile, donc c'est le cas ici. Donc, ce qui va arriver, c'est que le nucléophile, donc le OH- ici, va venir attaquer l'électrophile, qui est le carbone qui porte le chlore. OK? Donc, ça, c'est notre nucléophile, ça, c'est notre électrophile. Donc, on fait une flèche du nucléophile à l'électrophile. Et étant donné que le carbone, lui, il ne peut pas faire un cinquième lien, garder tous ces liens qu'il possède déjà, il va falloir absolument que le chlore quitte.
Donc, les substitutions comme ça, que ce soit celle-ci ou la prochaine qu'on va voir, toutes les substitutions se font uniquement sur des carbones sp3. Vous ne pouvez pas le faire sur des carbones sp2 ou sp. C'est pas possible. Okay, à cause de la géométrie de la molécule. C'est pas possible de faire des substitutions dans les cas où c'est des carbones qui ont déjà une double liaison, par exemple, ou une triple liaison, pour des raisons de géométrie électronique. Donc ici, le carbone est sp3, fait qu'on peut le faire. Puis on a le chlore qui va quitter. Donc on se retrouve avec le produit à la fin qui est le suivant. Et le chlore qui est un produit qui ne nous intéresse pas parce qu'il n'est plus lié avec le carbone. Dans le milieu, étant donné que tout ça se fait en une seule étape, ça va être, au fond, votre état de transition. Donc, qui est différent d'un intermédiaire. Okay? Parce qu'un intermédiaire, c'est lorsque plusieurs étapes. Un état de transition, c'est le haut de la montagne d'énergie, ici. Donc, c'est lorsque il y a des liens qui sont brisés, des liens qui sont en train d'être formés. Je vais vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Si on regarde la vitesse de cette réaction-là, ben, elle est dictée par l'étape limitante. Ici, il y a juste une étape, fait que c'est l'étape limitante. C'est la seule étape. Dans cette étape-là, il y a un nucléophile et un électrophile qui sont impliqués. Ça veut dire que la vitesse, elle est déterminée par la quantité de nucléophiles et d'électrophiles. Donc, c'est pour ça qu'ici, la vitesse, elle implique le dérivé halogéné, donc AX, et le nucléophile. Donc, leur concentration. Donc, si je double la quantité en nucléophiles, je vais doubler ma vitesse. Maintenant, si on regarde l'état de transition, donc notre état de transition, comme je dis, c'est lorsqu'on est en train de briser des liens et former des nouveaux liens. Donc ici, on est en train de briser le lien entre le carbone et le chlore. Donc la charge, puis on est en train de former un lien entre l'oxygène et le carbone. Donc la charge moins du OH est en train d'être transmise au chlore. Donc c'est pour ça qu'on a une charge partielle négative sur le O et une charge partielle négative sur le Cl qui va devenir Cl- par la suite. Remarquez bien, le OH doit absolument arriver à 180 degrés du chlore. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le chlore, c'est un gros atome. Il y a beaucoup d'électrons. Et OH-, ça a beaucoup d'électrons. Donc, ils ne peuvent pas arriver du même côté. Donc, dans la substitution SN2, absolument que le OH arrive à 180 degrés du chlore. Pour favoriser ça, il faut évidemment que l'espace qui est ici à 180 soit le plus possible peu encombré. Ça veut dire que des H, par exemple, ici, ne prennent pas beaucoup de place. Donc, le OH peut facilement rentrer dans l'espace qui est ici à l'opposé du chlore. Par contre, il y avait beaucoup de chaînes de carbone. À ce moment-là, ça commencerait à être pas mal plus petit comme espace libre pour pouvoir venir déplacer le chlore. Donc, généralement, les dérivés halogénés primaires, comme celui-ci qui est même nulaire, là, sont favorisés pour pouvoir faire la réaction sous la forme de SN2. L'autre implication, c'est que lorsque le OH arrive à 180 degrés, il déplace le chlore. Ce qui arrive, c'est que ici, le OH maintenant, il est de côté opposé. Puis vous voyez qu'il a poussé toutes les H de l'autre côté. Un petit peu comme un parapluie qui doit se déplier dans le sens opposé. Donc on l'avait dans ce sens-ci. Et là, à cause de l'attaque, maintenant on l'a dans l'autre sens. Ce qui fait en sorte que vous partez d'une molécule qui aurait un carbone chiral, asymétrique. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas puisqu'on a plein de H. Mais admettons qu'il y en aurait un. Et qu'on part d'un carbone qui est R, à la fin, on va obtenir l'opposé parce qu'on va avoir inversé, en attaquant à 180 degrés, on va inverser les priorités. Donc, on va être rendu avec carbone S. Donc, ça, c'est une inversion qu'on appelle absolue de configuration lors de l'attaque à 180 degrés. Et on le voit ici là, comment ça se fait parce qu'il y en a un qui arrive puis l'autre doit s'en aller en même temps. Okay? Donc, je vous montre un petit peu avec une animation. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir notre nucléophile qui va attaquer le carbone, qui porte le chlore, ou peu importe c'est quoi l'halogène qu'on utilise comme groupe partant. Vous allez voir que
notre nucléophile va venir ici se lier, puis en même temps, le chlore va se défaire, puis entre-temps, ben, les hydrogènes vont s'aplatir pour ensuite aller de l'autre côté. Donc, ici, on a notre nucléophile qui attaque, le chlore s'en va, et on a les hydrogènes, ou peu importe si c'est des chaînes de carbone, qui vont être rendus maintenant de l'autre côté, ils vont changer de position. Et maintenant, on a la charge moins qui est sur notre halogène. Donc ça, c'est pour la SN2. L'autre mécanisme possible s'appelle la SN1. Donc SN2 et SN1 sont les deux façons dont on peut faire des substitutions. Donc la SN1, une substitution de nucléophile de premier ordre. Dans ce mécanisme-là, il va y avoir une seule molécule d'impliquée dans l'étape limitante. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste une étape. En fait, la SN1, il y a deux étapes. Fais attention, pas le nombre d'étapes, c'est le nombre de molécules impliquées. Donc ici, la première étape, c'est juste l'électrophile qui est impliqué. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on va avoir le chlore qui va décider de s'en aller par lui-même. Il va prendre les électrons. Là, ici, la flèche devrait être plus vers la ligne pour les donner au chlore. Okay? Donc, le chlore va quitter avec les électrons, donc va donner un Cl-. Puis, il y a un nucléophile qui va traîner pas trop loin, qui va venir s'approcher parce que maintenant, après le départ du chlore ou de l'halogène quelconque, on se retrouve avec un carbocation. Donc, lors de la SN1, la première étape, c'est former un carbocation. Ce carbocation-là va vouloir réagir le plus vite possible parce que c'est pas très très stable, mais c'est un intermédiaire. Hein? Ça peut exister pour une certaine quantité de temps. Une des choses qui va arriver, c'est que le chlore peut revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est en équilibre. Je ne vais pas vous demander, lors des mécanismes, de me spécifier si une étape est en équilibre ou pas. Ça va commencer à être un petit peu trop difficile pour vous de savoir exactement quelle étape devrait être plus en équilibre ou non. Je vais accepter des flèches normales. OK? Mais ici, je l'ai spécifié juste pour vous montrer que oui, c'est possible que le chlore revienne en arrière, parce que le chlore il est aussi négatif. Donc, il y a aussi plein d'électrons, donc il peut agir comme un nucléophile techniquement. Sauf que si on a beaucoup de OH-, tout de suite, le OH- va voir le carbocation, va pouvoir attaquer. On a un carbocation, donc le OH va venir se lier sur l'électrophile, donc avec notre nucléophile maintenant. Et on a notre produit à la fin avec le OH qui est venu se lier directement. Donc, dans ce type de mécanisme-là, on se retrouve avec deux étapes. La première étape, c'est l'étape limitante. Okay? Donc, c'est plus haut que la deuxième étape. La deuxième étape là, est très, très rapide ici. Donc, même là, elle pourrait être plus petite que ça là, en termes d'énergie. Par contre, puisque ça, c'est l'étape limitante, dans l'étape limitante, il y a seulement le dérivé halogénique qui est impliqué. Le nucléophile, il n'est pas là. Il ne réagit pas ici. Il réagit plus tard. Donc, pour la vitesse de la réaction, seulement le dérivé halogénique qui est important pour la vitesse. Ça veut dire que même si je double la quantité de nucléophile, il faut qu'attendre que le dérivé halogénique réagisse en premier. Donc, même si je double, la vitesse ne va pas changer. Donc ici, vous avez deux états de transition, puis vous avez un intermédiaire qui est le carbocation. Donc ici, premier état de transition, c'est le départ du chlore. Donc ici, vous avez en pointillé le lien entre le carbone et le chlore qui est en train de se défaire. Puis les lignes ici pour les groupements, que j'ai mis les groupements R, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ça pourrait être des hydrogènes quand même, là. C'est juste que c'est plus favorisé quand c'est plus des chaînes de carbone, ce type de SN1. Donc ici, ça commence à s'aplatir. Pourquoi? Parce que le carbocation, c'est plat. C'est sp2. Donc c'est pour ça que je l'ai mis vraiment plat. Tandis que de l'autre côté, lorsque le OH va venir se lier, il va se lier comme ceci. Okay? Donc tranquillement, va venir avec sa charge moins, qui va commencer à être moins... pas une charge totalement négative, parce qu'il va commencer à donner ses électrons vers le carbone, et lui va tranquillement perdre cette charge positive complète-là, puisqu'il va recevoir les électrons du OH. La molécule que j'ai dessinée ici pourrait être chirale.
Ça veut dire que si le carbone qui est ici, qui portait le chlore, par exemple, et qui râle, à ce moment-là, le produit que j'ai là serait un mélange racémique. Pourquoi? Parce que le carbone qui est ici, c'est un carbocation. Évidemment, les carbocations, ce qu'on a vu, c'est que les carbocations qui sont tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires, qui sont plus stables que les carbocations primaires. D'où pourquoi, ici, généralement, le dérivé halogéné qui va faire de la SN1, généralement, c'est plus un tertiaire, puisque ça va former un carbocation qui va être plus stable. Donc, plus stable, ça veut dire plus facile à atteindre l'intermédiaire qui est ici sur le niveau d'énergie. Par contre, pour ce qui est du produit, comme je tentais d'expliquer, c'est que vu que le carbocation est plat, sp2, je peux attaquer à droite ou à gauche avec mon wash. Ou si vous voulez voir de face, soit en avant ou en arrière. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un dérivé je vais avoir un produit à la fin, s'il y a un carbone qui râle, qui va être un mélange racémique. Okay? Donc, les deux côtés d'attaque sont possibles pour le carbocation. Donc, ça va nous donner les deux énantiomères dans le cas où c'est vraiment un carbone asymétrique, carbone qui râle. Donc, pour la SN1, super important, se fait en deux étapes. Donc, vous allez voir qu'ici, on va avoir d'abord le départ de notre halogène. Donc, il va se déplacer, briser le lien entre lui et le carbone. On s'arrête. Là, on a notre intermédiaire qui est le carbocation, qui va nous servir pour la deuxième étape avec notre nucléophile qui va venir se positionner. Là, je l'ai fait attaquer de ce côté-ci, mais j'aurais pu attaquer de l'autre côté également. C'est juste que par l'animation, c'est plus facile ici de le faire de ce côté-là, vu que c'est une animation sur PowerPoint. C'est un petit peu plus difficile à faire, mais si possible, j'aurais montré aussi lorsque le wash peut aussi attaquer de l'autre côté. Alors, la question que vous allez devoir vous demander, c'est lorsque vous avez à faire une réaction de substitution, vous allez devoir vous demander est-ce que ma réaction va plus se faire en SN1 ou en SN2? Donc, je vous montre un petit peu les deux opposés pour ce qui est des dérivés halogénés. Il faut avoir un dérivé halogéné primaire ou un dérivé halogéné tertiaire. Et entre les deux, il y a un secondaire, donc on va en reparler un petit peu après. Juste vous montrer c'est quoi qui favorise quoi. Donc, si je prends un dérivé halogéné primaire, qu'est-ce que je peux voir? C'est que dans un dérivé halogéné primaire, j'ai juste une chaîne de carbone ici. Ça veut dire que si j'attaque directement en SN2, ça veut dire directement sur le carbone, je ne suis pas trop encombré ici. Donc ça, c'est parfait pour la SN1. Et ça va aider pour la SN2, excusez. Donc pour la SN2, ça va être moins demandant en énergie parce que ici, pour pouvoir attaquer à 180 degrés, il y a assez d'espace. Par contre, pour la SN1, étant donné que dans la SN1, on a le départ du brome en premier, forme un carbocation, puis le OH- peut attaquer, ben le carbocation primaire, il est pas mal moins stable. Donc, il va être très très haut en énergie, ce qui veut dire que la barrière énergétique, même de la première étape et de la deuxième étape, vont être tous les deux plus hautes en énergie. Donc, ça fait en sorte que ici, l'attaque directe est plus facile. On favorise la SN2, tandis que le carbocation, vu qu'il est pas mal instable, ça nuit à la SN1. Donc, le dérivé halogéné primaire favorise beaucoup la SN2. Si on regarde l'opposé, donc le dérivé halogéné tertiaire, lui, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que beaucoup de chaînes de carbone, il commence à être pas mal d'électrons qui sont déjà présents ici, c'est-à-dire que le OH- va avoir la misère à pouvoir rentrer dans le petit espace pour pouvoir attaquer, pour faire la SN2. Okay? Par contre, lorsqu'on a la SN1, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, le brome partirait en premier, on passerait par un carbocation, et là, le OH- peut attaquer, vu que c'est plat, c'est pas mal plus dégagé. La formation du carbocation pour un tertiaire, pas mal plus stable, donc toute la courbe serait plus basse. Là, ici, il n'est pas très très basse, là, vous pourriez l'imaginer pas mal plus basse que ça ici. Donc, ce qui va être favorisé, c'est la SN1, parce que le carbocation est pas mal plus, plus stable, okay? Il est plutôt stable. C'est sûr qu'un carbocation, ça reste un carbocation, donc ça reste instable à cause de sa charge plus, mais c'est pas mal plus stable qu'un primaire ou un secondaire. Et le problème, c'est surtout que l'attaque directe
est souvent très très encombrée. Donc pour la SN2, ça la défavorise de beaucoup. Donc c'est pour ça que le dérivé halogénique tertiaire va pas mal plus favoriser la SN1. Alors, en sachant ça, vous connaissez maintenant le premier effet qui va vous faire choisir si vous êtes en train de faire la SN1 ou la SN2. Le premier effet, c'est la structure du composé halogénique. C'est l'effet le plus fort. Donc, vous regardez cet effet-là en premier. Okay? C'est celui qui va pas mal dicter généralement le reste. Sauf pour un des dérivés halogéniques, qui est le secondaire. Donc, le primaire, le dérivé halogénique primaire, lui, favorise la SN2. C'est-à-dire que pas mal peu importe ce que vous allez lui mettre, il va vouloir pas mal juste faire la SN2. Même si vous essayez de faire la SN1 avec d'autres effets, il va pas vraiment vouloir. Le secondaire, lui, vu qu'il est entre les deux, lui, il peut faire soit de la SN1 ou de la SN2. Donc, c'est lui que, généralement, on va devoir regarder d'autres effets par la suite. Finalement, le dérivé halogénique tertiaire, lui, il va vraiment favoriser la SN1 presque complètement, parce que, encore une fois, lui, il va avoir de la misère à faire de la SN2. Un des effets que vous allez voir de temps en temps, surtout dans le manuel, mais qui n'est pas vraiment très très important, je vais vous en parler un peu, c'est l'effet du solvant. Donc l'effet du solvant, c'est pas un effet qui est très très grave ou qui va vraiment faire pencher d'un côté ou d'un autre. Ça peut juste faciliter un petit peu plus la SN1 ou la SN2, surtout quand on parle des secondaires, des halogéniques secondaires. Donc on va parler de solvants polaires aprotiques ou de solvants polaires protiques, okay, qui sont les deux types de solvants ici qu'on peut utiliser. Le protique, ça veut dire qu'il y a un H acide. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un groupement OH, par exemple. Donc un alcool, de l'eau, ce sont des solvants qui sont polaires protiques. Il y a des solvants qui sont aprotiques, qui sont polaires, qui eux n'ont pas de H. Par exemple, un exemple que vous utilisez quand même fréquemment en laboratoire, l'acétone. L'acétone, c'est CH3, CO, CH3. Vous avez un COO qui fait que la molécule elle est polaire, mais il n'y a pas de OH là-dedans. Hein? Les H sont juste sur les carbones. Donc, il n'y a pas de H acide. Donc, ça fait que c'est un solvant qui est aprotique. Et ça favorise la SN2. L'effet du solvant, vu qu'il n'est pas très très important, généralement, je ne vais pas spécifier trop c'est quoi le type de solvant. Si on veut vraiment mettre un solvant qui est protique, on va peut-être plus spécifier qu'on va ajouter de l'eau ou un alcool, quelque chose du genre. Donc, dans le cas des aprotiques, on favorise plus la SN2 que pour protique, où on favorise un petit peu plus la SN1. Ça, c'est à cause des charges qui sont un petit peu plus importantes dans le cas des solvants polaires protiques, parce que lorsqu'on a le départ du H qui est acide, à ce moment-là, on a des H+, puis des O-, par exemple. Puis là, ça peut favoriser un petit peu plus la stabilité des carbocations, vu qu'il y a des moins, des plus qui sont pas trop loin pour pouvoir stabiliser les charges. Mais c'est pas un effet très très important. L'effet qui va peut-être plus être distinct après celui de la structure du composé halogène, donc le premier ici. Admettons que vous avez un secondaire. Là, vous ne savez pas. Je peux faire SN1 ou SN2. Qu'est-ce que je fais? Vous devez regarder l'effet du nucléophile. Pas seulement. Okay? Regardez l'effet du nucléophile. Un nucléophile fort. C'est quoi un nucléophile fort? Un nucléophile fort, c'est un nucléophile qui est chargé négativement. Okay? Donc ça favorise la SN2. Tandis qu'un nucléophile, on va dire faible, qui est généralement neutre, favorise la SN1. Okay? Pourquoi un nucléophile fort favorise la SN2? C'est parce qu'il est très chargé, il veut tout de suite réagir. Et la façon de réagir très très rapidement, c'est de faire la SN2 pour attaquer directement sur le carbone, où il y a le groupe partant. Tandis que pour les nucléophiles faibles, eux ne sont pas chargés, eux peuvent attendre, et ils vont généralement attendre que la carbocation soit formée avant d'attaquer. Je vous montre quelques exemples de ces nucléophiles-là. Nucléophiles sont forts, chargés négativement, vous en avez ici. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire comme produit final. Vous pouvez utiliser par exemple OH-. OH- va vous produire à la fin un alcool, parce que vous allez avoir un OH maintenant à la place du X qui était là au départ,
Donc le X, c'est votre groupe partant, il va s'en aller sous la forme de X-. Puis OH va venir le remplacer. Okay? Et ça se fait en une seule étape, sans problème. Puisque ça, c'est chargé négativement, ça va tout de suite attaquer. Ici, vous pouvez utiliser un alcool qui est déprotoné, c'est-à-dire un RO-. Et à ce moment-là, ça va vous former un éther. Parce que là, vous allez avoir 2 chaînes de carbone de chaque côté. Vous pouvez utiliser à la place de OH quelque chose de très similaire, c'est un SH-. Donc à la place de O, là, le S, le soufre, il est dans la même famille que l'oxygène, donc il réagit pas mal de la même façon. Donc vous pouvez avoir aussi un RS-. Donc ça forme des thiols et thioéthers, donc très similaire à alcool et éther. Vous pouvez utiliser un CN-. Donc ça va vous former un nitrile, hein, C-triple-N, sur votre chaîne R. Vous pouvez aussi utiliser un halogène pour remplacer un autre halogène, mais c'est généralement pas très intéressant. Mais si vous voulez vraiment faire ça, c'est possible. Finalement, le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc, celui qui a la triple liaison avec un moins ici, qui peut avoir n'importe quoi comme chaîne de carbone de l'autre côté. Ça, c'est super important, parce que des réactions avec des chaînes de carbone qui vont réagir sur un autre carbone. Donc, pour allonger votre chaîne de carbone, vous voyez ici, vous allez partir, admettons, vous partez d'une chaîne pour le R qui est ici de 2 ou 3 carbones, et qu'ici, vous en avez 2 ou 3 autres. Ce qui va arriver, c'est que vous allez additionner tous ces carbones-là à ceux qui sont ici pour faire une chaîne beaucoup plus longue. Et vous allez obtenir un alcyne à la fin. Ce type de nucléophile fort-là, qui est très important. Donc, vous pouvez vous faire vous pouvez vous mettre une étoile à côté, là. Ça ici, ça s'appelle des sels d'alcyne. Okay? Pourquoi un sel d'alcyne? C'est parce que, généralement, vu que c'est chargé négativement, il va y avoir un contre-ion à côté. Admettons ici, oups. Effacer ça ici. Donc, admettons, je vais mettre A+, parce que c'est plus facile à écrire. Avec le... Ça pourrait être Na+. Peu importe c'est quoi le contre-ion positif, donc généralement un de la première famille des alcalins, qui va venir former un sel, parce que là, vous avez un carbone qui a un doublet libre, charge négativement, qui va venir attaquer sur le carbone. Fait que, généralement, il y a quelque chose qui est positif, qui est pas loin, qui fait un lien ionique entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un sel d'alcyne. C'est super important, ce type-là. Pour ce qui est des nucléophiles faibles, eux, leur particularité, c'est vu qu'ils ne sont pas chargés négativement au départ, lorsqu'ils vont venir réagir, généralement sous la forme de SN1, mais c'est possible aussi qu'ils réagissent de SN2 si jamais votre dérivé halogéné veut absolument réagir en SN2. Mais lorsqu'ils vont réagir, peu importe comment, que ce soit SN1 ou SN2, même si eux préfèrent SN1, ils vont former d'abord une molécule où ils vont être chargés positivement. Par exemple, si vous utilisez de l'eau pour faire la substitution ici, pour quitter le X, vous allez vous retrouver avec chaîne de carbone avec OH2+ dessus. Mais ça, c'est pas encore la molécule à la fin. Hein, vous avez un H de trop. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que généralement, vous allez avoir une déprotonation. La déprotonation va se faire généralement avec une autre molécule d'eau. Okay? Donc, je vais juste en montrer un exemple. Donc, admettons ici, je prends l'exemple de OH avec mon R, H et mon O est chargé positivement. Donc, ça, c'est après la substitution. Vous allez obtenir cette molécule-là. Puis, vous allez devoir utiliser une autre molécule de nucléophile, soit un autre, par exemple, une autre molécule d'eau, parce qu'ici, on faisait la réaction avec de l'eau. Puis, vu que c'est la meilleure base du milieu,
c'est elle qui va venir chercher un des deux H pour pouvoir, au final, obtenir notre alcool ROH, donc sans le H supplémentaire. Donc ça, c'est l'étape de déprotonation. C'est toujours une étape qui est nécessaire lorsqu'on a des nucléophiles qui sont faibles. Donc vous pouvez voir ici, on a la déprotonation qui est nécessaire ici. Si on utilise un alcool comme nucléophile faible, même chose, on a un H de trop. C'est une autre molécule d'alcool qui va venir chercher le H. Donc, généralement, on va utiliser plus que 1 pour 1. Pour faire la réaction, on va utiliser une quantité très très grande. Fait que généralement, c'est notre solvant, par exemple. Que là, si on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'alcool, ils vont pouvoir faire la déprotonation sans problème, en plus de faire la substitution. Donc, ici, vous voyez, on obtient soit un alcool ou un éther. Les deux mêmes molécules qu'on avait tantôt, mais avec des nucléophiles qui sont faibles. Donc, tout dépendamment, qu'est-ce qu'on veut utiliser. Si on veut utiliser un nucléophile fort, c'est possible, on peut obtenir un alcool, mais on peut aussi obtenir un alcool avec un nucléophile faible. Vous en avez d'autres ici, et vous avez un NH3 qui est utilisé pour pouvoir faire des amines. Elle n'existe pas sous la forme de nucléophile en tant que tel, fort, je veux dire. Donc, elle est seulement utilisée sous la forme neutre. Donc, on doit passer par NH3+, lié avec la chaîne de carbone, pour ensuite perdre un des H par un autre NH3 qui viendrait chercher le H supplémentaire, puis on a notre amine, soit notre NH2. Donc, ces réactions-là, que ce soit SN1, que ce soit SN2, ça fait le même type de substitution. À date, on est d'accord. Par contre, il y a des petites modifications sur qu'est-ce qu'on peut obtenir. Oui, on peut obtenir un alcool en SN1 ou SN2, sans problème. Mais ce qui va être modifié, c'est vraiment la portion de la 3 dimensions, la stéréochimie. Okay? Si, par exemple, vous voulez faire une réaction sur une molécule que vous avez, qui est ici, okay? Vous allez passer un temps énorme à avoir juste l'énantiomère suivant. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que si vous utilisez la SN1, si la molécule fait de la SN1 pour substitution, étant donné qu'ici c'est un dérivé halogénique tertiaire, il va préférer pas mal juste faire de la SN1, il va passer sous sa forme de carbocation, puis là, tout le temps qu'on a passé à former cet énantiomère-là est perdu parce que la stéréochimie de départ est complètement détruite. Elle n'a aucune influence sur ce qui va se passer par la suite. Dès la première étape, elle n'est plus existante, cette stéréochimie-là. Fait que le nucléophile peut attaquer d'un côté ou d'un autre. Soit ici, d'en bas ou d'en haut. Si vous voulez me mettre de côté vers vous, ben, dans le plan de la feuille, ça serait en avant ou en arrière. Ça vous donne cet énantiomère-là avec le nucléophile maintenant et cet énantiomère-là, 50-50, donc mélange racémique. Donc, peu importe combien de temps je suis passé à faire mon énantiomère et peu importe quel énantiomère, s'il est pur à 100%, ça n'a aucune importance. Pour la SN1, on va toujours avoir un mélange racémique à la fin. Par contre, pour la SN2, ce qui est intéressant, c'est que selon qu'est-ce qu'on utilise comme molécule de départ, par exemple ici c'est une molécule qui est R, admettons, lorsqu'on fait la réaction, vu que la seule attaque possible est à 180% du groupe partant, il va y avoir une inversion totale de la configuration. C'est-à-dire, on va totalement passer de tout du R à tout du S à la fin. On n'aura pas un mélange racémique. Ça, c'est intéressant parce que on va conserver tout ce travail-là qu'on aurait fait à utiliser un énantiomère plutôt que d'avoir déjà un mélange au départ. Okay? Donc, si j'ai un 100% du R au départ, lorsque je fais la réaction de substitution pour remplacer le chlore par un OH ici, par SN2, ben, ça me donne 100% du S à la fin. Donc ça explique pas mal qu'est-ce que vous avez comme type de réaction SN1. SN2, je vais vous laisser travailler sur ce premier exercice qui est ici pour vous donner un petit peu l'avant-goût de qu'est-ce qu'on doit faire avec ces informations-là. C'est quoi le dérivé halogénique que j'ai besoin, c'est quoi le nucléophile que j'ai besoin, et qu'est-ce qui arrive pour mon produit, puis
sous quel type de mécanisme ça va se faire, SN1 ou SN2. Donc, je vous donne quelques minutes, regardez ça, mais en fait, mettez-la à pause parce que je vais vous donner la réponse tout de suite après. Donc, mettez à pause pour pouvoir faire l'exercice, complétez les cases qui sont ici, puis répondez si c'est SN1 ou SN2. Alors, maintenant, je vais vous donner les réponses. Donc, la première molécule qui doit être dessinée ici, si on regarde un petit peu, on a besoin de faire une réaction de substitution qui utilise un OH-. Donc, on voit clairement que ici, on va se retrouver avec un OH. Ça nous dit que, normalement, au départ, la molécule avait un halogène à cet endroit-là. Donc, si on regarde, c'est un endroit où on se retrouve sur un carbone qui est lié avec deux autres carbones. Donc, c'est un carbone qui est secondaire. Donc, lorsqu'on a un secondaire, on peut faire soit de la SN1 ou de la SN2. Ou alors, regardez le nucléophile. Puisque le nucléophile ici, c'est OH-, c'est un nucléophile fort. Donc, le nucléophile fort, eux, favorise grandement SN2. Donc, va décider pour le dérivé halogéné secondaire que ça doit se faire sous la forme de SN2. Donc, c'est de la SN2 qu'on va avoir ici. Puisque c'est de la SN2, ce qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir un changement de configuration, donc une inversion. Ça veut dire que le OH, qui est ici, ben, il est en arrière maintenant, mais originalement, le dérivé halogéné, donc l'halogène, doit être à la position inverse, soit à l'avant. J'ai choisi de mettre un brom, mais c'est aussi bon si vous avez un chlore, si vous avez un iode, il n'y a aucun problème. Dérivé halogéné secondaire, peut faire SN1 ou SN2. Nucléophile fort, peut faire de la SN2. Faites attention par contre, j'ai dessiné OH-. OH-, ça provient généralement de quoi? Ça provient de NaOH. Si je vous écris NaOH dans un exercice, vous devez discerner que NaOH, c'est en réalité Na+, et OH-, parce qu'il existe un lien ionique entre les deux, parce que c'est un métal avec un non-métal. Donc, vous devez savoir que NaOH, même s'il n'y a pas de charge qui est écrite dans la molécule, c'est en réalité des charges qui sont une à côté de l'autre, et c'est vraiment un nucléophile qui est fort, même si, au départ, en regardant NaOH, ça n'a pas l'air d'être un nucléophile fort. Faites attention, par contre, si je vous écris H2O, il n'y a pas un H qui se dissocie comme ça, puis ça devient H+, puis OH-, puis c'est un nucléophile fort. H2O, c'est un nucléophile faible, parce qu'il n'y a pas de lien ionique là-dedans. Mais dans NaOH, il y a un lien ionique, il y a des ions, donc c'est chargé OH-. Donc ça, c'était un petit peu l'à côté là, qui est important, parce que les gens vont souvent se mêler, faire des erreurs là-dessus en pensant que NaOH, ben, c'est un nucléophile faible, parce qu'il ne voit pas de charge apparente. Mais c'est parce qu'elle est présente, mais elle est comme camouflée, parce que ce sont des liens ioniques. Maintenant, pour le deuxième ici, on a un dérivé halogénique qui est primaire. Pourquoi? Parce que le carbone qui est ici est juste lié à un seul carbone, celui qui porte le brom. Ça veut dire qu'on va faire de la SN2. Donc, étant donné qu'on va faire de la SN2, on va utiliser un dérivé halogénique, on va utiliser un nucléophile fort tant qu'à faire, parce qu'on sait qu'on va faire de la SN2. Donc ici, où il y avait un brom, maintenant il y a un CN. Donc, originalement, c'était CN-. Si vous voulez, vous pouvez écrire NaCN. Parce qu'à ce moment-là, vous avez le contre-ion, parce que quelque chose qui est négatif tout seul dans la nature, ça n'existe pas. Il va toujours avoir un ion opposé pour pouvoir le balancer. Maintenant, pour le prochain, vous avez un dérivé halogénique qui est secondaire. Ça veut dire qu'on doit regarder c'est quoi la molécule qu'on utilise comme nucléophile. Parce que secondaire peut faire SN1 ou SN2, pas vraiment de préférence de base. Donc ici, on a H2O. H2O, là, ça s'est pas chargé. Ça, c'est un nucléophile faible. Donc, ici, même si on utilise un solvant organique aprotique, le nucléophile va quand même faire pencher
vers de la SN1. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de SN2 aussi, mais c'est surtout de la SN1 qui va se faire. Étant donné que c'est de la SN1, là, la réponse qui est écrite ici, c'est pas exactement ce que je voudrais avoir. OK? Ça, c'est juste lorsque le wash attaque. Puis ici, comme s'il y avait une inversion de configuration à SN2. C'est pas ce que je veux. En réalité, ce que vous devriez avoir pour celui-là, c'est la réponse suivante. Donc, je vous montre le mécanisme. Là, vous n'êtes pas obligé de le montrer, mais ça, c'est juste qu'on obtiendrait avant la déprotonation. Évidemment, il y a toujours une déprotonation qui est faite. Donc, étant donné qu'ici, on utilisait de l'eau comme réactif, c'est l'eau qui va faire la déprotonation. Puis, le OH, la H2O, lui, il peut attaquer le carbocation, parce que là, on fait sous la SN1, soit en avant, soit en arrière. Donc, on a un mélange des deux. Fait qu'au final, nos produits devraient être ces deux-là. Donc, OH en avant, OH en arrière. Sous un mélange racémique. Parfois, ce que vous allez voir dans le manuel ou dans certains exercices, c'est une ligne qui est comme ceci, qui est comme en vague. La ligne en vague, ça veut dire un mélange racémique d'en avant et en arrière. Donc, c'est ça que ça veut dire la vague. Donc, soit vous utilisez écrire ça plus celui-là, ou si vous préférez, vous pouvez écrire plus énantiomère, énantio, OK? Donc, soit vous écrivez ça plus énantio ou vous le dessinez l'autre énantiomère, ou encore, si vous préférez, vous pouvez juste écrire ceci. Ça l'indique en avant et en arrière, mélange des deux. OK? Donc, les deux, c'est acceptable. Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, ici, la réponse devrait pas être ça, devrait être OH, pas plus, en avant, plus celui en arrière, puisque c'est une SN1. Si on regarde le prochain, encore une fois, on a un dérivé halogéné secondaire et on a ici un alcool. Donc, il n'y a pas de lien ionique, hein, c'est OH, c'est H3, donc il n'y a pas de charge, donc c'est un nucléophile qui est faible. Et en plus, on a H2O dans le solvant qui aide encore plus pour la SN1 vu que c'est un solvant qui est protique cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être totalement qui va faire pas mal juste la SN1. Même si secondaire pourrait faire SN1 ou SN2, le nucléophile décide vers la SN1, puis en plus, on pousse avec le solvant. En plus. Donc, on va avoir, et là, normalement, ça c'est avant la déprotonation, on a le OH plus avec le CH3 qui vient du nucléophile. Mais après la déprotonation, on enlève le H et le plus, puis ça fait juste un éther. Donc, la vraie réponse ne devrait pas avoir de H, pas de plus, après la déprotonation. Ce que je vous demanderais généralement, c'est après toutes les étapes, soit aussi la déprotonation. Donc ici, là, il ne devrait pas avoir le H. Et je vais l'enlever ici. Là. On va retirer. Pas de plus. OK, même chose pour celui en haut. Finalement, le dernier exemple, on a un dérivé halogéné qui est sur un carbone qui est lié à 3 autres, donc tertiaire. Et on a ici un SH-. Donc on a un nucléophile qui est fort. Fait qu'un tertiaire veut faire de la SN1, et un nucléophile fort veut faire de la SN2. Fait qu'ils veulent pas faire la même chose, mais c'est qui décide? C'est le dérivé halogéné qui décide en premier. Donc vu que lui veut faire de la SN1, puis pas mal juste la SN1, mais le réactif, il n'y a pas de mot à dire. Donc ici, on va faire de la SN1, on a un dérivé tertiaire, et ça veut dire qu'on va remplacer le brome par SH ici. Vous remarquerez que je n'ai pas écrit plus Br-, parce que les produits autres nous intéressent généralement pas s'il n'y a pas de chaîne de carbone à l'intérieur, ou c'est pas notre molécule de départ qui est transformée, ça ne nous intéresse pas nécessairement de les écrire. Vous pouvez les écrire si vous voulez vraiment être capable de suivre qu'est-ce qui s'est passé lors de la réaction, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Alors, je vais m'arrêter ici pour la première partie, qui est comme la plus longue pour le chapitre 6, parce qu'on a vraiment vu les types de réactions de substitution sur les dérivés halogénés, qui sont les plus simples. Après ça, dans la prochaine partie, vous allez voir sur les alcools. Ça fonctionne de la même façon, SN1 ou SN2, mais il y a quelques petites modifications. Donc, d'ici là, faites des exercices et si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me les envoyer.